Hop. Avec 10 minutes. Ouais. Ah bah oui, même bien tapé. Hein. Alors, le poing droit sur l'épaule gauche. La main gauche toujours ouverte sur l'épaule droite. Vous croisez les chevilles. J'arrive de l'autre côté. Vous gardez les yeux ouverts. Oui. Vous continuez à faire le vide dans votre esprit. Et nous allons continuer les respirations sur le même rythme. Ça va ou pas? Oui, ça va bien. Ça va, c'est bon, moi je vais bien. Ça arrive bien? Ah bah c'est bien, donc. Oui, ça va bien. Amara, ça va bien?
savoir si vous avez eu des sensations différentes de ce matin. Oui. Donc là, l'entraînement, on l'a fait un peu plus longtemps, un petit peu plus fort. C'est le deuxième de la journée, donc ça devrait amplifier les sensations. Alors, on va tourner dans l'autre sens maintenant. Alors, est-ce que tu as eu des sensations un peu différentes de ce matin ou pareil? Non. Pareil. Ok. Oui. C'est la cinquième fois Mm. que je me joue. Moins de sensations que ce matin. Ok, alors ça c'est l'habitude qui J'ai dit. pourtant pris mon feu. Pareil que ce matin. Moi, je sais pas, c'est pas tout, j'ai pas le temps. Attendez. Donc moins froid. Moins froid. Picotement dans les jambes. Ah bah tiens. Alors c'est bon signe, c'est les nadis. Ça Normalement monte. les picotements, c'est les sensations que les nadis, donc les canaux énergétiques S'ouvre. qui sont fermés, s'ouvrent. Donc quand ça s'écarte, eh ben, ça fait une petite sensation. Ok. Comment? Bien. Dominique, Bon, moi, toujours collé, pareil, et puis beaucoup de bâillements. des bâillements. Voilà. Moi, ça a beaucoup changé par rapport à ce matin. Oui. C'est-à-dire que j'ai ressenti beaucoup de chaleur, là, et comme si justement les picotements au niveau de la plante des pieds qui me D'accord. montaient, et puis des mains également. Et comme je disais tout à l'heure, j'avais vu plein de choses noires, tout ça. Oui. Là, c'est le contraire, c'était blanc et doré, mais surtout doré. D'accord. Beaucoup de choses dorées. Donc c'est mieux que ce matin. Et Oui, là, dis donc, hein. T'as vu une forte chaleur dans ma colonne vertébrale. Mhm. Et bon, je vous ai dit tout à l'heure, ça m'arrivait là à la nuque, quoi. Ouais. Et là, je voyais uniquement le front. Voilà. D'accord. Ok, donc des sensations bien. Alors moi, moins de picotement ce matin, mais beaucoup plus de chaleur. De D'accord. chaleur, alors quelque chose Plus de d'intense. chaleur. Très chaud. Moi, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai un mouvement de la colonne. Sensation que la colonne vertébrale bougeait. De plus bas, descendre. Au niveau des reins. Oui, voilà. Ok. Ok. Du bassin. D'accord. Voilà, je crois que c'est picotement fort dans les doigts. Fort picotement dans les doigts, oui. Fort picotement, mais d'habitude j'ai du mal à respirer, les naseaux ils sont complètement Ouvert. engagés. Là, j'ai eu un net progrès parce que ce matin, je ne pouvais pas mettre ma larme. Tu pouvais pas croiser, voilà, les bras, Là, ouais. je ne pouvais pas. Et là, j'ai pu. Il y a D'accord. progressivement, je suis D'accord. montée jusque-là. Voilà. Et j'ai eu un point dans le dos qui correspond un petit peu à mon mal. D'accord. Peut-être un truc ouais, qui bouge ou qui tend à se défaire. Ouais. Alors oui, Pas des picotements à la main gauche, oui. une sensation de chaleur sur tout le corps. Sensation de chaleur sur tout le corps. Ok. Moi je l'ai dit, donc une gêne ici, mais c'était même, je ressentais ça comme un gros blocage. Quoi. Oui, donc comme une gêne au niveau de la gorge, oui. Ouais, et ici un Un point peu- qui faisait mal là également. Mal de tête. Ouais. D'accord. Alors ça peut aussi, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cet entraînement, ça va pousser, ça va faire entrer les énergies, bon, puis ça va les forcer un petit peu, ça va. Donc si on a des points énergétiques ou des chakras qui sont bloqués ou qui sont un petit peu, bon, qui ont des petits soucis comme tout le monde, et ben ça va avoir tendance à les restructurer. Donc on peut avoir pendant quelques fois une gêne, un picotement, un point dans le dos, mal à la tête, parce qu'il y a des choses qui sont en train justement d'avancer, de se dégager. Donc c'est bien, je pense que c'est bien. Paul, Eh bien, par rapport à ce matin, sensation Ah, différente, bah, pareil. ça a changé parce que quand je regardais au plafond, je voyais beaucoup de trucs en jaune. Tu sais, ça fait, Le plafond était devenu jaune, ouais. ça fait comme du moustiques, quoi. C'est pas du jaune, tout jaune. Ça fait tout comme s'il y a des machins gris, là. Oui. À côté des machins gris, partout, ça faisait le jaune. C'était tacheté en jaune. Ouais. C'est bien, il va falloir que je n'invite chez moi faire la peinture. Ça m'est arrivé. Et la main gauche, qui picotait, quand je les ai mis ici. Oui. Pas quand j'étais sur le côté. D'accord, Quand ça a été mis ici. d'accord. Et puis après, mal au crâne et puis chaud. C'est chaud, ouais. Là, j'ai mal ici, là. Ah ouais, alors il y a peut-être je sais pas, un truc que tu fais quand même assez intensément. Tu l'as fait ce matin ou pas? Avant Oui, de- c'est la cinquième, là. Ah, c'est la cinquième, donc ça peut... Parce qu'en groupe c'est plus fort, donc automatiquement les énergies elles montent plus et ça peut créer un peu pour des surcharges, mais Mais quand on fait les rituels, ça fait pareil, ça fait exactement pareil. ça fait une même sensation. Ouais. Ouais. Et Bernadette, t'as Ouais. senti quelque chose ou ça va? Ah, t'aurais pu pomper l'énergie de tout le monde. Ah, bah c'est peut-être ça, elle était là. Elle va pomper. Ah, bah voilà pourquoi elle s'est mise là. Et c'est pour ça, tu vois, sous ces idées-là,
Par contre, j'ai Alors, à sortir de toutes les idées, à chasser les idées, tout ça, il y en a plein Il y en a plein qui arrivent. Ah, Ouais, et il y a d'autant plus d'idées qui arrivent qu'on suroxygène le cerveau. Donc, que ce soit les bonnes ou les mauvaises, et j'arrive ouais, pas à les ça, stopper. ça. Hein. Bah, J'arrive pas à dire. faut pas les stop, stopper. dommage. Faut pas leur dire stop. Faut les laisser. Moi, j'ai eu le contraire. Oui. Le vide et je vais les chercher pour dire tiens. Ah ouais. Je n'en ai pas. J'ai eu ça. Oh, t'es contrarié, on aura. Non, non, mais c'est vrai. Oui, chacun. Il y avait ça, oui. Tout d'un coup, je me suis dit, mais comme ça, je suis à Rennes. Comme ça, dans mon Ah oui, Bah, tu vas aller c'est bon, chercher. c'est bon signe, c'est que t'es bien dégagé au niveau du mental. Ah, dis donc. Il était déconnecté. Ouais, c'est bon, ça. Il faut se déconnecter, parce que plus on se déconnecte, et bien plus on va pouvoir faire entrer l'énergie. Je regarde mieux. Oui, moi, je pas instantanément. De quoi? Je pense. Alors, on va rentrer maintenant un petit peu dans des notions de Tu vas dire que oui. physiologie un petit peu occulte. Je dois peut-être attacher, je pense. Bon, alors on va rentrer dans les notions de double, d'âme noire, d'âme blanche, d'esprit, de corps, etc. Alors, on a tous un corps physique. Voilà, donc tout le monde. Ouais. On a tous un corps. Et on a tous un esprit. Le corps physique, c'est ce qui nous sert à bouger, à évoluer, à manger, à boire, à dormir, à agir dans le concret. Et l'esprit, c'est ce qui va nous servir à penser, à raisonner, à mentaliser certaines choses. Alors si nous sommes constitués d'un corps et d'un esprit, c'est obligatoirement, pour que cet esprit puisse s'attacher à ce corps, il est nécessaire qu'il y ait une charnière entre cet esprit et ce corps. Et la charnière, c'est ce que la tradition appelle l'âme. L'âme vient du mot, en fait, vient des phénomènes animiques, donc des phénomènes plus cardiaques. Alors que dans le catholicisme, on met l'âme en haut. En fait, l'âme va être au milieu. Mais c'est quand même le point le plus important, l'âme. Dès l'instant où il y a l'existence de l'âme, donc d'une énergie intermédiaire entre l'esprit et le corps, eh ben on va avoir une âme de double nature, une âme double, un double, comme l'appelaient les Égyptiens, qui va être, donc, et c'est d'une double nature, on va l'avoir comme ça, on va faire des petits dessins. Le corps est représenté par un carré noir, l'esprit va être représenté par un carré blanc, et l'âme par un carré blanc et noir. Donc, ça veut dire qu'on a deux sortes d'âmes. On va avoir une âme dite tellurique. C'est la notion d'âme noire. Et une âme qu'on peut appeler plus spirituelle, ou une âme on va appeler mystique. C'est peut-être le terme qui conviendrait mieux. Une âme mystique. L'âme tellurique va donc être un corps énergétique. Bon, dans le yoga, on a une définition, on a des corps énergétiques qui s'imbriquent les uns dans les autres. Là, on divise en fait notre être humain en 4 parties. Donc un esprit, une âme mystique, dit âme blanche, une âme tellurique, dite âme noire, et un corps physique. Alors, les processus d'envoûtement ne peuvent pas toucher l'esprit, puisque c'est la part Dieu, c'est la parcelle divine, c'est la parcelle d'éther spirituel qu'il y a en chacun de nous. Donc dans tous les cas de figure, l'esprit échappe à tout phénomène d'envoûtement. L'âme mystique, qui est une âme purement tournée vers la spiritualité, qui est le corps de gloire que l'on nomme dans les religions, c'est une âme qui ne peut pas être non plus touchée par les phénomènes d'envoûtement parce qu'elle est trop élevée spirituellement. Donc tout ça, tout ce qui est au-dessus, ça va être en quelque sorte épargné par les attaques occultes. Par contre, tout ce qu'il va y avoir en bas, l'âme tellurique est en fait l'âme passionnelle, c'est quasiment sur cette âme tellurique que nous fonctionnons continuellement. Quand on a
on va travailler pour gagner de l'argent, c'est l'arme tellurique qui fonctionne. Quand on se met en colère contre quelqu'un, c'est l'arme tellurique. Quand on aime passionnément quelqu'un, c'est l'arme tellurique. Donc tout ce qui va être du domaine des passions et de la vie pratique va fonctionner au niveau de cette arme tellurique, qui va être le corps d'énergie qui est le plus proche du corps physique. Donc les envoûtements vont attaquer cette arme tellurique, cette arme noire, ce corps énergétique inférieur. Bon, il est inférieur, mais attention, il est nécessaire, parce que c'est grâce à lui que le corps peut vivre, c'est grâce à lui que les poumons vont respirer, que le cœur va battre, etc., etc. Donc, l'envoûtement va toucher tout ce qui, dans notre vie, est du domaine passionnel. On va dire âme tellurique, et entre parenthèses, passionnel. Donc, quelqu'un, par exemple, qui n'aurait pas de vie passionnelle sur le plan humain, qui n'aurait qu'une vie mystique, est quasiment intouchable, même s'il a une grande sensibilité, est quasiment intouchable par un phénomène d'envoûtement, parce qu'il est totalement hors du principe. Mais on vit tous en fait sur ce plan-là, qu'on poursuive n'importe quel objectif, qu'on veuille par exemple sauver la planète, quelqu'un qui voudrait sauver la planète des pollutions, c'est un phénomène passionnel. Quelqu'un qui veut sauver les animaux, les gens qui sont atteints d'envoûtement, bon, on reste quand même relativement cardiaque et passionnel là-dessus. C'est pas un désir mystique. Le désir mystique est uniquement tourné vers Dieu. On reste sur ce plan tellurique. C'est ce plan tellurique qui va être attaqué par les charges négatives. Donc en fait, tous les chakras qui vont être chargés au niveau négatif le sont sur cette âme tellurique. On pourrait presque dire que les chakras de l'âme mystique sont épargnés, mais les chakras de l'âme tellurique vont être atteints. Et les chakras de l'âme tellurique ont bien sûr un effet direct au niveau du corps. Donc, par exemple, après, tous les problèmes de fatigue, etc., que l'on a vus. Alors, en Égypte, par exemple, on momifiait le corps de la personne. Alors, pourquoi on momifiait son corps? Eh bien, tout simplement parce qu'en Égypte, on voulait conserver l'âme, c'est-à-dire le double de la personne. Et le double est le terme qui convient, puisque le double, il est bien double, il est mystique et tellurique. En momifiant le corps, on retenait en fait l'âme tellurique à l'intérieur du corps physique, et par là, on arrivait à bloquer une partie du double. Et pourquoi il faisait ça? Alors, attention, en Égypte, à l'époque intéressante, seul le pharaon ou les hauts initiés étaient momifiés. Après, on s'est mis à momifier n'importe qui, et c'était plus du tout intéressant, parce que le problème, c'est que un initié va posséder une âme tellurique et une âme mystique. Tandis qu'une personne qui est uniquement tournée vers la matière possède une âme tellurique passionnelle, mais n'a pas de vie sur le plan mystique ou spirituel. Donc, en momifiant Monsieur Tout-le-Monde, eh ben, on bloquait tout simplement les bas aspects, les aspects passionnels de la personne dans le corps, ce qui était totalement inutile sur un plan magique. Parce que ce qui intéressait l'Égypte, c'est de pouvoir travailler avec l'aspect mystique, avec les pouvoirs mystiques du pharaon, qui était décédé quelques années ou quelques centaines d'années par avance. Question. Ça va, il y a pas longtemps que j'ai lu quelque chose un peu comme ça. Oui, mais alors, il pouvait jamais se réincarner s'il était bloqué là. Alors, bon, il y a une théorie qui dit que la momification, c'est pas très bon pour le principe de la réincarnation. Ouais. Alors, il y a des théories qui s'affrontent hein, là. Mais je pense que si peut-être en Égypte c'était utile de se faire momifier pour des raisons multiples, aujourd'hui c'est pas le cas. Il vaut mieux pas se faire momifier. Surtout que si on momifie n'importe qui, on bloque l'âme tellurique et passionnelle. Et puis on a qu'est-ce qu'on a? On a bloqué un vampire. On nourrit un être larvaire. Parce que quand le décès corporel a lieu,
il y a deux parties à l'être humain. Il y a la partie âme mystique et esprit qui va s'élever au ciel, au paradis, tout symboliquement, tout ce qu'on veut. Et vous avez la partie basse de la personne, le corps physique qui va en terre, et le corps tellurique ou l'âme passionnelle qui devient l'ombre, qui reste à la surface, qui hante les cimetières, qui est un vampire, et cette âme tellurique va se décomposer progressivement avec le corps. Et cette âme tellurique, c'est toute la partie passionnelle et négative donc de l'être, cette âme tellurique veut retarder sa décomposition. Et pour retarder sa décomposition, elle a une nécessité, c'est de se nourrir, c'est de prendre du magnétisme, de prendre de l'énergie sur tout ce qu'elle peut rencontrer. Donc, quand on va, par exemple, au cimetière pour apporter des fleurs à quelqu'un, c'est bien, c'est une très bonne intention, mais si on y va tous les jours, on finit par provoquer un phénomène d'obsession, et on va être obsédé par quoi? Tout simplement par l'âme tellurique, donc par la mauvaise partie de la personne, la bonne étant montée au ciel, et la mauvaise étant restée sur terre. Et on nourrit un démon et on se fait vampiriser. Donc c'est pour ça que les cimetières sont des lieux dans lesquels on peut passer de temps en temps, mais il ne faut pas trop y séjourner parce qu'il y a une espèce de tellurisme morbide qui hante ces lieux et qui est vampirisant. Parce que c'est ça en fait, le problème c'est surtout, moi je veux pas me faire vampiriser mes énergies, je vais faire des efforts pour faire des respirations pour être plein d'énergie, si après je vais me faire pomper ailleurs, ça sert à rien. Et puis c'est pareil, plus vous allez avoir d'énergie en vous, plus vous aurez une vie qui sera positive, saine, longue, bénéfique, en bonne santé, etc. Et moins vous aurez d'énergie, plus vous allez vous faire vampiriser, plus vous serez malheureux, moins vous aurez d'énergie, moins vos projets vont réussir, plus vous allez être facile à envoûter, etc., etc. Donc, c'est utile de savoir, de connaître ce mécanisme. Par exemple, quand dans un groupe spirit, les gens se réunissent autour d'une table, et puis on sort la photo de la grand-mère, et puis on va appeler la grand-mère. Bon. On ne va pas attirer l'âme mystique, ni l'esprit de la grand-mère, qui lui va être reparti, surtout si ça fait un petit moment que notre grand-mère est partie. Donc tout ça, ça va être intégré dans un paradis X ou Y, et on va tout simplement attirer l'âme tellurique et passionnelle de la grand-mère. Alors cette âme tellurique sait où le trésor a été enterré, parce qu'il y a une mémoire à ce niveau-là. Elle sait, elle se rappelle de sa petite fille, elle se rappelle de son petit-fils, elle se rappelle de sa famille, etc. Et donc, c'est quelque chose qui va être très piégeant, parce qu'en spiritisme, on va avoir des messages délivrés par cette âme tellurique, et ces messages vont correspondre à quelque chose de réel. Et éventuellement, cette âme tellurique, si elle est puissante, sera capable de petits miracles, sera capable peut-être de guérir une plaie, sera capable de faire disparaître un objet, de dématérialiser un objet, va faire des petits tours de passe-passe. Mais ce sont presque toujours des tours de dupes, et on va être nous, en tant que spirit, le dindon de la farce, parce qu'en échange, on va lui donner nos énergies. On va nourrir cette âme en décomposition, en retardant sa décomposition. Donc, on fait, je ne vais pas dire qu'on fait un péché, bon, quoi que l'Église a mis aussi le tabou là-dessus, et là, elle a peut-être raison. Mais on va se faire vampiriser par cette chose. Alors, si vous avez quelqu'un qui vient vous voir et qui répond à la question numéro 26, quand on dit « Est-ce que vous faites des séances de spiritisme le soir, etc. » qu'elle vous dit oui, et bien là, le phénomène d'envoûtement est très simple. Elle est simplement possédée par une âme noire, par une ombre, par l'ombre de la personne. Et les anciens, si les anciens ont appelé ça l'ombre, c'est que ça correspond bien à quelque chose de négatif et à un reflet, à l'ombre. C'est comme si je confondais Marie-Thérèse avec l'ombre de Marie-Thérèse. Il y a l'aspect réel, qu'on peut toucher, vivant, et puis mais l'ombre, c'est rien, ça n'existe pas. C'est comme si on prenait la personne pour la photo de la personne. Comme le film Passe-Muraille. Ceux qui sont brûlés alors quand ils sont morts. Voilà, c'est ce que je veux Alors, dire. c'est pas très bon de se faire brûler. Ouais, il n'existe plus. Parce que, bon, alors ça dissout, c'est vrai que de se faire brûler, ça a tendance à dissoudre l'âme tellurique. C'est pour cette raison qu'on brûlait les sorciers. Ouais. Mais d'un autre côté, Ça dissout l'âme tellurique et de plus j'ai appris qu'il y a une partie très précieuse dans le corps
qui garde la mémoire Oui. et qui est très nécessaire. Elle meurt. Hein. Or, si on la brûle, c'est pourquoi les Allemands mettaient les gens dans les fours que maintenant on les brûlait. C'était pour qu'on ne puisse pas avoir des renseignements, même si on voulait appeler ou faire autre chose. Oui. C'est la On mémoire. détruit par le feu. On détruit les ponts, on fait sauter les ponts. Il y a un phénomène qu'on rencontre et qu'on y trouve au Bénin, j'invite ceux qui ne croient pas C'est très de sérieux. faire un tour. Vous avez quelqu'un décédé, Ouais. il n'a pas fait testament, rien. Il y a un endroit où vous allez, ils vous font le cérémonial, qu'il soit anglais, italien, américain. Vous allez et on vous dit tournez le dos. Appelez-le dans votre langue. Ouais. Demandez-lui sa date de naissance, il va vous donner tout. Ouais. Et il est mort il y a longtemps. Et il refait le testament. Oui. Il vous dit, je suis né à telle date, je m'appelle comme ça. On vous dit, si vous tournez le dos, c'est vous qui partez à la mort. Ouais. Donc, il faut être courageux pour rester dos tourné, vous entendez sa voix, puisque, pour être sûr, c'est dans la langue dans laquelle vous parlez, donc il tout répond. Ouais, et c'est l'âme passionnelle. C'est ça qui parle. Parce que ça peut parler, ça peut faire, comme on disait, des petits miracles, des petits prodiges. Ah, au Bénin, il y a. Oula. Oui. Les Oui, miracles. on a l'impression qu'on est en présence d'une personne. Et on a l'impression qu'on est en présence de la personne. Mais voilà. Mais quand on étudie un petit peu les messages justement qui sont donnés, mais les messages tournent toujours autour de la même chose. C'est-à-dire que les apparitions qu'on peut avoir d'un décédé dans la nuit, automatiquement c'est la mort. Sauf si c'est un décès très récent. Auquel cas, il peut encore être lié à l'esprit, à l'âme mystique. Mais si c'est 10 ou 15 ans après, donc c'est la mort. Dans 99,9% des cas, c'est l'âme noire. La noire, elle reste aussi longtemps. C'est tellement vrai que. Ça dépend de la puissance. Je partais, je sais. Quand on tourne uniquement dans les parce que maintenant, Ah bah, elle peut errer plus loin. dans les chroniques et n'importe quoi, donc elle peut se balader. Elle peut errer plus loin que le cimetière. Tout dépend de sa force. Bon, dans la légende des vampires, le vampire est obligé de retourner dans son cercueil à certains moments. Mais ça, c'est la légende des vampires. Mais l'âme noire peut s'éloigner du corps physique. Et selon la puissance énergétique de cette âme, on peut peut-être fermer parce qu'on va aller dans le mariage. Tu vois, j'ai entendu ça tout à l'heure. Non, mais... Et selon la puissance d'énergie accumulée par cette âme, elle va pouvoir aller plus ou moins loin. Elle va pouvoir, si elle est vraiment forte, organiser un culte autour d'elle-même. Parce que la pleine réussite d'une âme noire, c'est de devenir un démon dûment tamponné et assermenté par l'Église. Parce qu'à ce moment-là, il va y avoir des gens qui vont lui vouer un culte. Une partie des démons, Belzébuth, Asmodée, etc., et toute la bande qu'on trouve dans les recueils de l'Église, sont des âmes noires qui ont réussi. Qui ont une réussite sociale extraordinaire. Parce que là, ils sont même dans le dictionnaire. Alors, ils se sont reconvertis. C'est une âme noire reconvertie en démon. En fait, c'est une espèce d'amalgame égrégorique de nature. Et on les appelle et ils sont contents. Ils se nourrissent de qui les appelle. Bah oui. Donc, c'est pour ça. Ils induisent en erreur en plus. Bien sûr. Et puis bon, alors quand vous avez des messages, même des messages Faut faire très attention. même des messages de bons spirites, de gens qui font ça avec cœur, c'est toujours des messages qui tournent en rond. C'est oui, c'est ta grand-mère, je t'aime, pense à moi, prie pour moi, apporte-moi des fleurs au cimetière, ne m'oublie pas. Ça tourne toujours autour des mêmes choses. Alors des fois, il y a en effet un élément précis. Moi, j'ai connu une personne comme ça qui a gagné une voiture en suivant les conseils d'une âme noire. Alors bon, après, il y a cru, mais vraiment accroché, là, il était bien. Mais n'empêche que il faut savoir à quoi on s'adresse. Alors, il n'est pas interdit de recevoir des messages ou de pratiquer certaines choses, mais il faut en connaître les dangers. Et surtout, ce qui est très dangereux, c'est la persévérance dans ce domaine. Parce que plus on va appeler, plus le canal va être ouvert, et un jour, on ne peut plus rien fermer. Et un jour, le médium se trouve complètement possédé par toute une tribu d'âmes noires, par toute une tribu d'ombres, qui vont sur lui, qui le vampirisent complètement, qui détruisent sa vie, à leur profit à eux. Et on ne peut plus rien faire. Alors, un médium spirit qui est tombé dans cet aspect
régulier de la chose, depuis plusieurs années, est indésenvoûtable. Là, vous ne pouvez pas le récupérer. Parce que c'est plus que la larve de lui-même. C'est plus que le reflet. C'est comme quelqu'un qui s'est drogué pendant trop longtemps. Il est complètement dépersonnalisé. Alors ça, c'est une chose... Est-ce qu'on peut entendre ces âmes noires-là? Alors, on peut les entendre, on peut les voir, on peut les sentir avec le nez, on peut avoir des attouchements, on peut avoir des messages dans la tête, on peut avoir l'écriture automatique, hein, c'est ça. C'est une semi-possession du bras, l'écriture automatique. Alors, bon... Ce qui fait comprendre que c'est vraiment quelque chose d'intéressant, d'important, l'écriture parlante, le ceci, le cela. C'est jamais des messages intéressants. Oui. Bon, attention, on peut avoir un jour un message utile. Parce qu'en plus, ils peuvent donner des choses utiles. Mais il faut arriver à faire la différence. Il ne faut pas tomber dans la bêtise de la chose. S'il y a un jour un message, il faut l'étudier. Mais à ce moment-là, parce que le message, il peut venir d'un plan tellurique passionnel, auquel cas il est peu intéressant, mais il peut également, exceptionnellement, venir de l'esprit et de l'âme mystique. Bon. Mais là, c'est un message qui n'aura plus rien à voir avec les messages telluriques. Si c'est l'esprit qui vient vous voir pour vous donner un message, ce sera un message qui sera très court, parce qu'il sera très difficile à l'esprit de descendre jusqu'en bas. Donc le message sera court, de très grande importance, et puis, ce ne sera pas tous les soirs que ça viendra vous chatouiller. Par contre, lui, il a besoin d'énergie, donc il veut y aller régulièrement. J'ai entendu le témoignage, 3-4 mois, d'une personne qui reçoit des messages en écriture automatique avec sa mère. Et bon, les messages étaient longs. Et donc, ils avaient trait donc à ce qu'elle vivait donc dans l'au-delà. Oui. Et c'était tel que nous les avons témoignés, c'était, je dirais, réconfortant pour les vivants. Quoi. Oui. C'était pas des messages courts, je trouvais ça d'ailleurs très très long. Ouais, c'est toujours très long. Pendant un message très long, ça a duré 3 mois, je crois, cette période régulière. Ouais. C'est-à-dire que l'âme noire, pour s'exprimer, va s'exprimer avec des longueurs. Une âme blanche en esprit, il va vous, c'est comme en métaphysique, il va vous donner le point précis, et puis en 2 minutes, tout est dit. Mais l'âme tellurique, elle va prendre des longueurs et des longueurs, elle va tourner en rond dans son discours, ça va être des choses qui n'en finissent plus, elle vient pour vous donner, pour vous délivrer des messages, des choses que vous savez déjà. Hein, du style, voilà, faut aimer son prochain, ne fais pas du mal, ne mets pas une fessée à ton chat quand il a volé un poisson. C'est des choses qui sont inintéressantes. Là-haut, vous aurez un message qui sera par exemple d'une nature très métaphysique. Vous mettrez peut-être des mois, voire des années à le comprendre, à l'analyser. Parce qu'il y aura plusieurs plans, ce sera un message symbolique avec plusieurs plans. Alors que là, c'est vraiment du premier degré. Donc, dans l'analyse du message, on sait à quoi on a affaire. Une chose intéressante aussi, quand vous avez une séance de spiritisme, si vous arrivez déjà avec de l'encens, une bougie, une épée rituelle ou une dague, vous faites le cercle au gros sel, etc., et ben là, ceux-là, ils aiment pas tout ça. Hein. Ils ont horreur de ça. Donc ça veut bien dire que c'est un plan inférieur. Déjà la présence aussi de certaines personnes, ça bloque tout. Ouais. Quand vous avez Ulysse, dans l'Odyssée d'Homère, vous avez un moment Ulysse qui va aux portes des enfers pour interroger les ombres des morts. Mais il y va, alors il sait ce qu'il fait. Il sait qu'il va déranger les âmes passionnelles des morts. Donc, il sait sur quel plan il s'adresse. Il y va, alors il commence par creuser une fosse autour de lui. Il y va avec l'épée, il y va avec un rituel. Dans la fosse, alors, un truc qu'il faut surtout pas leur donner, mais qu'ils adorent, c'est du sang, des sacrifices. Alors bon, ça attire toutes les goules, les larves, tous les machins issus des plans inférieurs. Et puis avec son épée, il y a un premier être qui se présente, il dit « Je veux parler à mon père ». Il y a l'autre qui s'en va, il y en a un autre qui arrive, etc. Et il finit par capter l'ombre de son père, enfin l'ombre qu'il avait appelée.
il lui ordonne de lui donner l'information dont il a besoin, et puis quand c'est fini, il congédie tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y va pas comme un sympathique spirit qui va à l'abattoir en éliminant toutes les armes de défense possibles, il y va en tant qu'un opérateur qui va maîtriser un dragon. Bon, alors, voilà, c'est pas les mêmes aspects de travaux. Hein. Et c'est un renvoi. Et après, il les congédie, il les renvoie, il les réexpédie dans les enfers, dans l'Hadès. On le retrouve aussi. Ah ouais, Oui, c'est ils ont le même, tout à fait. Oui, Ouais. sauf la différence que... Les messages qu'on a avec les cartes, les tarots et tout ça, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Ça n'a rien à On voir. va en C'est parler autre un chose. petit peu. dans le C'est autre vaudou, chose. sauf que, étant donné que C'est dans c'est un le truc, comment Ouais. dirais-je, c'est une civilisation, mais le mot m'échappe, ils ont un rituel d'animaux. Voilà. Mais l'animal qui offre est toujours le même animal, c'est un coq C'est un coq. qu'ils offrent. Voilà. Donc c'est une permission qu'ils demandent, mais on ne fait pas un cercle autour de quoi que ce soit. Il est dans une boîte, caché dans un angle fermé, et on fait le rituel dans l'angle fermé, parce qu'on vous dit qu'il ne doit pas vous encercler. Ouais. Sinon Oui, vous bah. êtes victime. Et puis chaque tradition a aussi sa rituelie bien précise. C'est-à-dire que bon, c'est comme la messe, vous allez la dire d'une certaine manière, un rituel vaudou, elle va avoir les éléments précis, et puis un rituel hindouiste, il va avoir ses autres éléments, et puis donc tout est codifié en fait. La comparaison que je rapproche, c'est que chez le vaudou, la différence, c'est que dans celui-là, il n'y a pas de rituel d'animaux. Mais le vaudou dit qu'il ne faut pas poser l'objet du vaudou, qui va servir d'outil, au milieu d'une pièce. Ouais. Il faut le mettre contre un mur. Contre un mur. Contre un mur. Oui, oui, oui. Hein? À l'abri, Donc, quoi. Oui, à l'abri. Oui, c'est Donc ça. ce sang d'animal qu'ils vont donner Voilà. ne circule pas à travers. Non. Il doit rester à stagner dans un coin. Oui. Enfin, Mais ça a une raison précise. Oui, et après, Oui. ils mettent de l'eau. Je dans vois une- qu'est-ce de qui se l'eau. passe. De l'eau dans une calebasse, Ouais. et par 3 fois, ils versent cette eau. Puis chaque religion, parce que ça c'est un peu égrégorique, C'est donc ça. à ces codes, les ancêtres faisaient comme ça, il faut faire comme ça. Donc on respecte la tradition parce que les autres de l'autre côté, ils savent que quand on fait ça, ça et ça, ça veut dire viens. Donc ils arrivent à ce moment-là. Mais bon, c'est toujours... de toute façon, toutes les techniques vaudou sont sur un plan tellurique, passionnel, c'est pour ça que ça marche bien pour toutes les histoires des humains, je dirais. Mais il est cantonné là, la plus grande partie de l'égrégore vaudou. C'est ça. Il est là. Ouais. C'est pour ça qu'il est efficace et dangereux, et puis que, bon, etc., etc. Alors, là-dessus, c'est bon, sur les appels, les ombres, etc. Donc, si vous faites un jour quelque chose à ce niveau-là, évitez d'y aller en être désarmé, mais allez-y comme à la quête du Graal. Hein. Les chevaliers sont partis avec leurs épées, leurs armures, leurs boucliers, et ils ont allé chercher Dieu. Ils allaient chercher le Saint Graal, mais en armure. Franchement. Parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'était. Et parce qu'ils avaient compris comment fallait faire. Non, le contraire. Ils avaient peut-être mieux compris que nous. Pourquoi ils avaient besoin d'armure? Si c'était du plomb, oui. Comprends sa plaque Symboliquement. Avec le plomb, oui, pas avec l'armure. Moi, symboliquement. Faut voir la, attention, faut voir la symbolique qui est derrière. Faut pas prendre à la lettre. Faut prendre l'esprit de la chose. Ils y vont en guerrier. Ils y vont pas en mouton. Il y a un mâle. Même si t'es femelle, il faut avoir ta partie mâle. Tu es de toute façon femelle parce que tu es un être incarné donc par le corps. On est tous Et femelles. t'as ta polarité féminine. Mais Alors, c'est l'esprit qui est le mal de la question. Notre esprit est mâle alors que le corps est femelle. moi, mon expérience. Je suis un mec en rituel, moi. Bon. Quand tu vas en faire un an, on va regarder ça. Attention, Bernard. Les plans. Il y a deux polarités. Alors, bon, allez. Les plans. Donc, exactement comme on a un corps, une âme qui est de double nature et un esprit, eh ben, on va avoir un plan physique. Un plan qui est purement spirituel. Et entre les deux,
on a la fameuse âme, qui est toujours présente. On va avoir donc le plan tellurique. Je dirais le plan magique. Et le plan spirituel, on peut appeler le plan théurgique. Alors, quand on a parlé on a fait quelques séminaires sur le 36 là, ainsi que le cours, le 36, il se situe au niveau de ce plan-là, donc c'est au niveau théurgique. Le désenvoûtement, il se situe ici. Parce qu'en fait, on va travailler sur l'ombre de la personne qui a le problème. Puisque son plan spirituel, lui, de toute façon, il sera pas atteint. Donc, le désenvoûtement s'adresse donc à l'ombre. Étant si Bernadette est envoûtée, il va falloir que quelle est la partie de Bernadette qui est envoûtée? C'est pas son esprit, c'est pas son âme, c'est pas son âme spirituelle, c'est son âme tellurique, c'est son ombre. Donc, c'est son ombre qu'il va falloir nettoyer. Mais tu me savais de chaque côté, mais il n'y a plus d'ombre. Ouais. Bon, ça c'est très très rapidement donc les différents plans. Alors quand on parlait tout à l'heure de problèmes égrégoriques, si on a un envoûtement égrégorique, l'envoûtement égrégorique il est sur un plan tellurique mais il est hyper puissant. Alors c'est vrai qu'on peut dans certains cas avoir besoin de s'adresser à un phénomène énergétique supérieur qui fait une petite descente pour éliminer l'envoûtement qui est un petit peu trop costaud sur le plan tellurique. Mais on ne va pas se servir d'un bazooka pour chasser une souris. Donc, dans 99% des cas d'envoûtement, tous les rituels telluriques, comme on est en train de les étudier aujourd'hui, entraînement, etc., sont largement suffisants pour résoudre le problème. Mais, quelqu'un qui a eu des notions sur le 36 peut, en cas de problème, en cas de difficulté, avoir quand même un bazooka en réserve au cas où. C'est un canon. Et là, par exemple, si, quand on fait un désenvoûtement sur quelqu'un qui a vraiment fait des choses pas bien, le choc en retour peut prendre plusieurs mois. Sur un plan théurgique, le choc en retour, il va prendre quelques heures ou quelques jours, mais ça va taper très violemment. Mais c'est plus difficile à mettre en marche, le 36. Donc automatiquement, ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus simple de travailler sur un plan tellurique que sur un plan spirituel. Et comme je vous dis, le plan tellurique est largement suffisant dans 99% des cas. Puisque même dans 99% des cas, le sorcier qui va attaquer la victime, il n'est même pas sur le plan magique ou tellurique. Il est encore inférieur parce qu'il n'a rien compris au film. Donc, en étant un peu au-dessus, vous l'écrasez facilement. Il ne faut pas l'écraser, le pauvre. Il faut lui faire comprendre qu'il arrête ses erreurs. Alors, le phénomène des chakras. Bon, ça c'est très simple, on l'a vu un tout petit peu tout à l'heure. Donc vous avez un individu avec... Si quelqu'un sait dessiner, il peut venir. On lance pas de défi. Alors, il n'y a pas plus faux que toi. Regarde la manche, regarde le lac. il monte les mains, c'est ressemblant. Il n'a pas d'oreille. Il n'a pas d'oreille. Il a froid aux mains. Les oreilles. On a vu les mini-moufs. Il est tout Je sais pas si c'est une dame ou un monsieur. Comme il est malade, c'est vrai qu'on va lui mettre. Chacun, c'est tout le monde pareil. On voit du deux, il fait une sale tête. Bon, il est malade. C'est pour ça qu'il vient nous voir parce que. Il a l'air penché, c'est vrai. La tête, hein. Bon. Oui, il a une jambe, je sais pas comment là. Alors, Mais il est en train de danser là. Ah oui. les chakras qui vont être, Oui. qui vont être dégagés, on va prendre studio le coronal,
coronal, entre les deux yeux, le frontal. Alors il est curieux de remarquer que sur certaines personnes, au niveau du frontal, on a une bosse ou un creux. Une tache. Voilà. Non. Il y a des gens qui ont un creux, il y a des gens qui ont une bosse, puis il y a des gens qui sont normaux. Ah voilà, comme toi. Non. Donc, ça peut éventuellement vouloir dire quelque chose. Donc, quand vous voyez la personne, en général, un creux, c'est parce qu'on peut être peut-être un bon médium. Une bosse, c'est parce qu'on peut mettre des choses. Mais bon, là, c'est en toute... Alors, vous avez ensuite le chakra de la gorge, qui va être à nettoyer. Vous aurez, au milieu de la poitrine, cœur. Ensuite, voilà, le plexus solaire. Ensuite, on a oublié de lui mettre son nombril. Hop, voilà. Il est au niveau. Et vous avez donc deux doigts ou 2 cm en dessous le nombril. Vous avez le hara. Je sais pas comment on l'appelle dans la tradition. C'est marqué hara. Ouais. Hara ou ventre. Hein. Hara, c'est le ventre. Alors, en général, donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ces 6 chakras sont largement, vous dégagez ces 6-là, c'est largement le 7e. Le 7e, il est mal placé. Le 7e, en tant que... Voilà, le problème, le 7e, il est mal placé. Oui, tu dégages une personne qui va toucher ses machins, c'est pas parti. Ils vont dire au viol, au voleur, qu'est-ce que c'est? Non, mais enfin, il faut quand même... oui, mais tu sais qu'il y a des gens qui sont fébriles. Pourquoi? Attends. Attends. Alors, tu dégages. en clientèle, on va dégager les 6 chakras principaux. Et en fait, vous dégagez celui-là, vous dégagez le chakra sexuel par rapport au hara. Oui, parce qu'il suffit en fait que dans votre rituel, vous visualisiez ce que vous voulez obtenir et puis vous rentrez là-bas. Oui, on n'est pas obligé de... Et puis, pour passer... De toute façon, c'est le premier qu'on sent le plus. Ça dépend. En général, le plexus solaire il est bien chargé. Parce que c'est le plexus émotionnel. Ça tâche souvent. Bon, alors donc le chakra sexuel, bon, alors il peut être atteint dans des cas d'envoûtement par magie sexuelle, dans des cas de sorcellerie très particulières, très précises. Ah oui, il faut que ce soit. Donc c'est des points de détail. C'est ce qui amène souvent des cas d'impuissance. Ouais, ça peut. Oui. Mais par contre, quand c'est un cas d'impuissance, il peut se dégager par rapport au hara. Mais quand il y a il peut y avoir, c'est vrai, des blocages importants à ce niveau-là, parce qu'il y a des attaques très 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 précises. Mais faut que la personne en vaille la peine. Faut toujours, en fait, quand vous faites un diagnostic, écouter le discours de la personne, lui poser vos questions, et puis voir si la personne vaut la peine qu'il y ait tant de monde qui se mette sur son dos pour la détruire. Qu'est-ce qu'elle vaut? Quelle est sa valeur? Qui gêne-t-elle? Parce que si elle est comme vous et moi, ils vont pas se mettre à 50 pour vous détruire. Hein. Si tu juges qu'elle n'en vaut pas la peine. Ah bah alors c'est qu'il y a une erreur peut-être au niveau du diagnostic, parce que si tu as quelqu'un t'as des gens qui vont lire mon livre, ils ont les questions. Quand toi tu vas leur poser les questions, s'ils font de la paranoïa, ils vont savoir, t'as des paranoïaques intelligents, ils vont savoir qu'il faut pas qu'ils expliquent leur paranoïa tout de suite, parce qu'autrement tu vas les rejeter. Donc ils vont coller à ce que tu as envie d'entendre. Bon. Et puis à un moment tu vas t'apercevoir que je sais pas, le cantonnier du coin, bon c'est un très beau métier, le cantonnier du coin, il a 150 sorciers africains sur le dos. Bon. C'est que le gars, il vaut de l'argent s'il en a 150 sur le dos. Parce que les 150, il va falloir les payer, et ça va coûter peut-être 1 million de francs. Donc il y a quelque chose qui est disproportionné là. Donc soit on a nous-mêmes fait une erreur de diagnostic, soit l'autre il nous a raconté ce qu'on avait envie d'entendre, mais il faut bien analyser les choses. Mais ce brave monsieur peut réellement être envoûté, non pas par les 150 sorciers, mais tout simplement par quelle est sa voisine qui en a marre de le voir. Bon. Et puis elle lui fait cette petite magie le soir, et lui il s'imagine qu'il y a un gros truc. Bon, toujours analyser le discours de la personne n'est pas forcément juste.
Parce que cette personne n'est pas forcément un spécialiste du désenvoûtement, il n'a pas vos connaissances, donc il faut toujours que vous analysiez d'une manière approfondie ce qui se passe. Mais le cantonnier, il n'aura pas un envoûtement égrégorique sur le dos, parce que ça n'intéresse personne. Tu vois, bon, c'est l'enquête, je dirais, qu'il faut mener, et il faut essayer d'être logique dans le système. Par contre, si on a un jour un chef d'État qui vient de voir, ou un homme politique, ou quelqu'un en vue, alors là, même s'il n'a pas des symptômes très très graves, attention, parce que lui doit déjà avoir des protections qui fonctionnent, qui ont été faites par des gens efficaces. Eh oui. Alors, nous, on va mettre les doigts dans la prise et les pieds, on ne sait pas quels sont les combats qui sont en cours de route, et puis le pauvre opérateur, il peut se faire servir de disjoncteur, servir de fusible qu'ils font. Donc, voilà, toujours voir les forces en présence. Donc voilà, bon, les chakras, vous les connaissez. Alors, on a le chakra sexuel un peu plus bas. Alors après, on peut avoir des chakras secondaires. On peut aussi, au niveau des chakras, considérer les organes comme des chakras. Donc à ce moment-là, vous aurez donc le coronal, le frontal, la gorge, vous aurez le cœur, vous aurez les poumons, vous aurez la rate, vous aurez le foie, vous aurez les intestins, etc. Donc c'est une autre façon, mais simplement en fonctionnant comme ça, ça marche très bien. Il y a un sens, pardon, pour le fonctionner. Alors, en général, les chakras, quand il y a une action spirituelle au niveau des chakras, c'est toujours de haut en bas. Toute la tradition yogi nous fait remonter les énergies de bas en haut. Et là, c'est la 4 que je commence. C'est la 4. Ok. Donc, c'est numéro 4. Alors, on reprend donc. Les énergies spirituelles descendent d'abord de haut vers bas, et après, elles peuvent remonter de bas vers haut. Mais elles seront, par exemple, dans tout ce qui est question de Kundalini, montée de Kundalini, etc. La Kundalini ne peut s'allumer que par une impulsion spirituelle du haut vers le bas. Et ensuite, le serpent sacré, allumé dans ce sens-là, va pouvoir remonter. Et ça, c'est la vraie montée de Kundalini. Parce qu'une Kundalini qui ne monterait que à partir d'une stimulation purement sexuelle, ou comme dans certains tantrismes, eh ben vous allez avoir une Kundalini, vous allez avoir un dragon qui va se réveiller, mais qui ne sera pas maîtrisé par l'ange de la question. Donc on risque d'avoir des anarchies énergétiques, des folies, des choses qui vont mal se terminer. Parce que toujours, il faut d'abord que l'étincelle spirituelle descende par le haut. Donc toutes les stimulations qu'on va pouvoir faire, que ce soit par des exercices de respiration comme on a vu, que ce soit par du phosphénisme, ou toutes les techniques, ou des techniques de tantrisme ou autres, ne vont en fait avoir réellement comme objet, comme réalité, que d'astiquer un peu les chakras, au lieu que les chakras soient rouillés, ils vont être propres, ils vont pouvoir fonctionner, donc on aura plus de puissance que d'autres personnes, mais ils ne seront pas allumés au niveau de Kundalini. En sachant bien que Kundalini, elle doit descendre d'en haut, donc c'est une descente du Saint-Esprit, comme il est expliqué dans la Bible, descente du Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui va vous allumer la Kundalini, et qui va allumer les chakras en remontant après. Alors dans les traditions yogi, dans les traditions du yoga occidental, parce qu'attention, les orientaux, ils fonctionnent selon le schéma normal, mais ils ont oublié de nous donner une partie de la tradition. C'est dommage, ils ont oublié de donner des clés importantes aux occidentaux. Eux, dans leurs écoles, ils font leurs trucs comme il faut, mais voilà. Comme moi, par exemple, quand j'ai écrit mon livre sur l'envoûtement au XXIe siècle, là, j'ai oublié d'expliquer la technique de respiration, tiens. Comme ça, le meilleur. Voilà, j'ai oublié, c'est dommage, mais comme ça, comme ça, on peut rien en faire. C'est tout ça pour dire que c'est ce qu'ils ont fait il y a c'est tout, voilà, dans les traditions, c'est piégé partout. Voilà. Alors quand vous allez pratiquer un désenvoûtement, vous allez faire, parce que dans ce cas-là, vous serez vous l'impulsion spirituelle qui va descendre de haut vers bas, donc vous allez nettoyer votre patient du haut vers le bas. Donc selon le principe spirituel.
Et après, lui-même, tout seul, il va se remonter ses énergies de bas vers haut. Alors, ensuite... Mais ce nettoyage, pardon, comment ça se fait? On voit demain. Est-ce que c'est vrai que chaque chakra tourne dans un sens mécaniquement différent? Peut-être, ouais. Ça, je ne sais pas. Parce que là, je me pose la question, parce que j'ai vu des bouquins où on a des bouquins dans un sens ou dans un autre. Et puis, quand on a fait le cours par M. Bataille, il nous a dit, oh, ça c'est la connerie, c'est pas vrai. Suivant que masculin ou féminin, ils tournent dans des sens différents. Et donc, d'après la politique qu'on a eue, là... C'est à vous de trouver le... C'est toi qui le sens. Je pense que c'est à toi de sentir, bon, quand tu fais les envoûtements, qui tournent dans un sens ou dans un autre, ça ne nous intéresse pas spécialement. Ouais, tu fais comme tu ressens. Ouais, après, tu vas travailler sur le chakra, bon, on va voir un peu comment on le pratique. Bon, on le fait comme on sent. C'est pareil, il y a des gens sur lesquels, par exemple, j'ai fait des envoûtements, puis après, la personne, elle me dit, vous m'avez ouvert les chakras, maintenant je sens plein de trucs. Ah oui? Je vais pas ouvrir les chakras. J'ai retiré toutes les saletés qui étaient accumulées. Mais on peut avoir la sensation d'une ouverture de chakra, qui n'est pas une vraie ouverture de chakra, qui est simplement un petit nettoyage. La vraie ouverture, donc, dépendant uniquement de cette impulsion spirituelle qui va descendre et puis après remonter. Donc, on peut en... C'est quand elle remonte que le chakra s'ouvre. Que ça peut s'ouvrir en... Oui, voilà. Et là, mais là, il y a des sensations qui doivent être très particulière, très précise. Il y a un schéma alchimique qui suit, il y a des dates. Il y a des chakras qui ne s'ouvriront pas directement, comme le frontal et le dernier chakra. Celui-là, il ne s'ouvre que si on atteint un niveau spirituel très élevé. Bien sûr. Et tu peux, d'après la tradition occidentale, on pourrait avoir un chakra d'ouvert et pas les autres. Mais c'est pas forcément ensuite qui part du bas. Tu peux avoir un spécial, je sais pas, au niveau du cœur, ou au niveau de la gorge, ou au niveau du hara, et puis c'est celui-là qui est ouvert, et il sera ouvert par l'instruction spirituelle, et il n'est pas, c'est ton point de force. C'est ton spécial. Comme on n'est pas tous doués pour la même chose. Il y en a qui sont doués pour faire les courses de voiture, d'autres qui vont être doués pour vendre des maisons, d'autres qui vont être doués pour faire des séminaires, d'autres qui vont être doués pour soigner, d'autres pour désenvoûter. On est tous différents. Et en fonction de ces différences, on ne sait pas les mêmes chakras qui vont éventuellement fonctionner. Donc quand on en sent un plus que les autres, ça peut être le chakra qui n'est pas forcément ouvert, mais qui est le plus efficace, le mieux entraîné, celui qui marche bien. Parce que quand vous allez faire les respirations, automatiquement, vous pouvez avoir des sensations également au niveau des chakras, parce que les énergies, ça va les astiquer. Mais ils ne seront pas ouverts. Ils seront, si tu veux, sensibilisés, préparés. Ils seront en état de... ils seront faciles à ouvrir, mais ils ne peuvent être ouverts pas par des êtres humains, mais uniquement par des plans spirituels. Et quand il y a un plan spirituel qui descend pour ouvrir un chakra, je crois qu'on doit le ressentir. Et c'est pas un petit picotement, ça doit être, je pense, ça doit être quelque chose d'assez énorme, et puis on se trouve, on a les fesses par terre, et puis qu'est-ce qui m'arrive? C'est quand on sent le premier ouvert, on le sent. Donc c'est les autres, ils ont déjà été ouverts, parce que lui, il ne s'ouvre pas le premier. Il y a un double circulation, donc c'est... Alors, on va voir un petit peu, bon pour les chakras là c'est bon, de toute façon on verra un petit peu de ça. On va voir maintenant succinctement l'utilisation du pendule et du tarot pour confirmer le diagnostic. Alors moi, quand j'ai quelqu'un en face de moi qui vient me voir, je préfère dépister avec ma checklist, parce que là je sais qu'elle est efficace. Bon, et puis après on ressent. Après, on peut éventuellement contrôler en pendule, mais le pendule, il faut faire attention parce que le pendule, il tourne aussi comme on a envie qu'il tourne. Voilà, oui. Donc c'est difficile. Si tu veux ça, l'autre il va faire comme ça. C'est difficile d'avoir au niveau du pendule. On va quand même voir comment ça fonctionne. Oui, on va voir. On va quand même, on va regarder un petit peu le pendule. Je crois que c'est le pendule que je vais prendre. Tiens, j'ai un pendule égyptien, on va prendre le pendule égyptien parce qu'il est plus grand. Alors, il y a des petites choses qui ont été faites par les radiesthésistes qui sont très bien. C'est des espèces de règles de géobiologie. Bon, ça, on trouve ça dans les librairies ésotériques.
C'est bien parce que c'est des cadrans qui sont tout faits et puis c'est plastifié. Ça s'appelle comment? Qu'est-ce qu'on demande? Ça s'appelle un géodynamètre. En fait, le principe de la radiesthésie est le suivant. Il faut d'abord établir une convention. Alors donc un pendule, c'est une ficelle avec un poids au bout. Alors il faut prendre quelque chose que vous sentez tourner correctement. Si vous allez donc dans une boutique, et ben vous en essayez plusieurs et puis vous regardez si ça tourne ou si ça tourne pas. Et puis celui qui tourne, c'est peut-être celui qui vous convient. Enfin, faut pas l'acheter parce qu'il est beau, faut pas l'acheter parce qu'il est cher ou il est pas cher, mais il faut l'acheter parce qu'il tourne. Bon. Et ce que vous allez vous apercevoir, vous allez aller dans la librairie, vous allez, oh celui-là, qu'est-ce qui tourne alors là. Et quand vous serez rentré chez vous, et ben vous réessayerez la même expérience, il tourne plus. Et pourquoi? Il tourne plus. Parce qu'on n'est pas dans les mêmes conditions psychologiques. Voilà. Dans la boutique, il y a toute l'ambiance. Ouais. L'angeur, il tourne. Et en plus, il n'est pas consacré, il est nettoyé, il a plein de larmes. Alors après, il faut travailler. Alors le principe de l'entraînement à la radiesthésie est très simple. Il faut prendre un papier, tracer un trait au milieu. Vous tracez comme ça une spirale vers la droite. Ça veut dire oui. Hein, c'est le truc tout bête. Hein. Vous tracez une spirale vers la gauche. Ça veut dire non. Ça veut dire non. Et au milieu, c'est neutre. Et au milieu, c'est neutre. Et alors après, en faisant le vide dans votre esprit, vous vous placez au-dessus, vous placez au niveau du neutre. Après, vous vous décalez gentiment vers le oui, et puis vous attendez qu'il se mette à tourner oui. Dans le même sens, mais en faisant le vide intérieur, le vide dans votre tête. Et puis quand il tourne sur le plan du oui, et ben vous retournez au niveau du neutre, et puis après vous allez sur le non, et vous attendez qu'il tourne sur le non. Il faut faire ça une demi-heure par jour pendant 1 mois. Donc pour les gens qui veulent s'entraîner à la radiesthésie, mais une radiesthésie qui soit efficace, tous les jours, pendant une demi-heure, pendant 30 jours, il faut faire oui, non, neutre, oui, non, oui, etc. Comme ça. Et au bout d'1 mois, vous saurez faire de la radiesthésie de manière classique. Alors donc pour savoir si la personne est envoûtée ensuite, vous allez faire le même principe, vous allez pouvoir par exemple poser au pendule la question, est-ce qu'il est envoûté? Alors, ce que l'on conseille en radiesthésie, c'est toujours avant de faire une recherche, de poser la question, dois-je faire la recherche sur Lisette? Dois-je faire une recherche sur Lisette pour savoir si elle est envoûtée? Alors, si le pendule répond non, ça veut dire que je ne suis pas en état, moi, de faire la recherche. Et que donc, j'aurai des réponses fausses. Donc, ça sert de... Parce que le pendule, des fois, il donne des bonnes réponses, et puis des fois, il fait n'importe quoi. Donc, c'est selon mon état énergétique personnel, selon la lune, selon l'heure du jour, selon le lieu, selon des facteurs que je ne connais pas. Voilà, selon le fait que je suis pas bien, j'ai appris une mauvaise nouvelle au téléphone, donc je suis déprimé, ou au contraire, je viens de gagner au loto, alors le pendule ne marche plus. Bon, il y a quelque chose qui m'a perturbé. Ça m'étonne que ce jour-là, elle passe ça au pendule. Il y a un truc qui m'a perturbé. Et puis en général, il faut avoir ou quelque chose de la personne ou une photo. Oh, il faut avoir un témoin. Il faut matérialiser la chose. Alors si on a Lisette sous la main, c'est mieux parce qu'on va carrément demander en sa présence. Parce que si... Alors on va poser la question, dois-je faire une recherche sur Lisette pour savoir si elle est envoûtée? Maintenant ça me dit oui. Donc maintenant je peux faire la recherche. Alors je vais poser la question, Lisette est-elle envoûtée? On a peur. Mince, non. Bon. Ah. Zut alors, j'aurais bien aimé qu'elle soit envoûtée. Parce que j'aurais pu la désenvoûter. C'est une bonne expérience. Bon, alors. Donc, bon, alors j'ai la réponse non. Alors j'aurais pu avoir la réponse oui. Alors après, si on a la réponse oui, on peut poser la question, est-ce que le coronal est le chakra le plus atteint? Est-ce que c'est le frontal? Est-ce que c'est la gorge? Est-ce que c'est le cœur, le plexus ou le hara? Est-ce que c'est les genoux, le pied? Est-ce que c'est les animaux? Est-ce que c'est la ferme? Est-ce que c'est la voiture? Est-ce que c'est... Bon, alors en général, les phénomènes d'envoûtement se fixent sur les personnes vivantes. Alors, on n'envoûte pas tellement des lunettes, on n'envoûte pas tellement des chaussures, ou ça, c'est moins...
Non, bon, attention. Une bague, on peut l'envoûter aussi. Alors, s'il y a une pierre dessus. S'il y a des pierres, alors après on va voir les pierres. Les cristaux peuvent se charger. Si vrai, si vous avez des lunettes avec des incrustations de diamants dessus, on peut les envoûter. Mais pour les envoûter, pour les charger, il faudra que vous les donniez gentiment à la personne qui fera le travail. Il va faire ses rituels sur les lunettes et puis après il va vous les rendre. Donc, pour vraiment charger un objet, c'est pas à distance qu'on le charge, c'est dessus. En l'ayant comme un magnétiseur, s'il veut charger de l'eau, faut que l'eau soit sous sa main. Le coton magnétisé, faut que ce soit le coton qui soit présent. Mettons Dominique aura du mal à magnétiser le coton qui est dans ma maison, dans l'armoire à pharmacie. Peut-être. C'est entouré d'un morceau de plastique. Là, voilà, bon, ça va être... parce qu'il faut qu'il le localise, il faut qu'il ait un témoin de l'objet, faut qu'il y ait des liens. Donc on va savoir si le chakra, le corona, le frontal, etc. est plus chargé ou pas. Il faut tenir son pendule court. Il faut tenir son pendule comme on le sent, je crois. Comme moi, je le tiens comme ça parce que il marche comme ça. Il y en a qui le tiennent beaucoup plus haut comme ça. Moi, je le tiens comme ça. Voilà, on peut aussi le tenir comme ça. Je crois que c'est en fonction, voilà, mais faut pas que le fil, faut pas le tenir comme ça, par exemple. Parce que si vous avez le fil qui pend à côté, vous allez emmêler votre pendule dans le fil. À quelle distance environ il est bon de mettre? Je sais pas, moi je pense que c'est ça, ça fait 15, ouais, 7 cm. Est-ce que les lunettes de Marie-Thérèse Alors dois-je faire une recherche sur les lunettes de Marie-Thérèse? Si les lunettes de Marie-Thérèse sont chargées, qu'elle dit. Oui, doivent être changées. Changées, oui, Marie-Thérèse. Les lunettes de Marie-Thérèse doivent-elles être changées? Certes. Oui, il me semble. Il se balance toujours là. Non, j'ai l'air de tourner dans le sens, oui. Allez hop, Marie-Thérèse, au top. Mais Bernadette n'a pas eu besoin de pendule pour le dire. Donc on n'a pas forcément besoin de pendule, c'est pour les gens comme nous qui avons des difficultés. Bon. Non mais attends... Alors... Bon, ça c'est au niveau... ça c'est quelques éléments au niveau de la radiesthésie. Vous pouvez également faire une recherche plus poussée et par exemple poser la question dois-je m'occuper des lunettes de Marie-Thérèse? Et ça me répond non. Voilà, parce que je peux pas. Dois-je m'occuper du problème d'envoûtement de Madame X? Est-ce dangereux pour moi? Est-ce que je suis en état énergétique suffisamment développé pour le faire? Bon. Toujours prendre des marges de sécurité. Bon. Ça, c'est la radiesthésie qui peut nous donner un renseignement complémentaire. Alors, cette petite règle, elle va s'utiliser tout simplement comme les cadrans radiesthésiques. Oui. Donc, ça, c'est du archi connu. D'un côté, ça va être plus, d'un côté, ça va être moins. Et vous avez des graduations. Alors, on pourra aussi poser la question... Les lunettes de Marie-Thérèse sont-elles envoûtées? Alors, côté plus, ça va être oui, puis côté moins, ça va être non. Elle me dit non. Bon. Donc ça, c'est le principe, c'est la même chose sur la règle, avec un plus d'un côté, moins de l'autre, et puis neutre au milieu. Alors, ça peut être également intéressant pour mesurer le degré d'attaque de la personne. Bon. Alors, il faut toujours se donner des règles. Par exemple, là, sur ce petit objet, ici j'ai 0, ici j'ai moins 50, et ici j'ai plus 50. Les chiffres sont totalement arbitraires. Alors dans mon esprit, 0 c'est quelqu'un qui est neutre, qui est en santé moyenne. Quelqu'un qui a plus 50, c'est quelqu'un qui va être au maximum de sa bonne santé, donc il ne pourra pas être en meilleure santé. Et quelqu'un qui a moins 50, c'est quelqu'un qui est mort. Oui. Il est mort. Il est débarrassé. Voilà. Alors, puis moi je vais demander, je vais poser la question, bon, qu'est-ce que, je sais pas, une personne vraiment atteinte, tiens, la dame qui est venue